La chaudronnerie est une activité industrielle rassemblant différentes activités de fabrication des métaux sous forme de tubes, feuilles. Le chaudronnier a pour tâche de couper, plier, assembler et souder des tôles métalliques, aluminium ou inox, plus ou moins épaisses, dans le but de créer des tubes, rambardes d'escalier en inox, des contenants, citernes, cuves, bouteilles de gaz, etc., et bien d'autres produits comme des ailes d'avion ou encore des ustensiles de cuisine. La chaudronnerie moderne est présente partout autour de nous sans que nous ne nous en rendions compte. Un peu d'histoire. Autrefois, les compagnons transformaient les métaux en feuilles, tôles, manuellement par battage ou martelage. Depuis approximativement le milieu du XXe siècle, les machines permettent de développer la production d'objets simples, notamment les tours à repousser et les presses à emboutir. C'est aussi le travail du chaudronnier que de façonner les produits sidérurgiques semi-finis comme les tubes et les profilés. À l'origine, les matériaux travaillés étaient principalement l'acier, le cuivre, le zinc, le plomb, le laiton. De nos jours, l'acier inoxydable, l'aluminium, le titane, mais aussi les matières plastiques, ont permis de montrer que les métiers de la chaudronnerie, du fait de leur présence dans tous les secteurs de l'industrie, s'adaptent en permanence. La chaudronnerie est l'un des piliers de l'industrie. Aujourd'hui, la chaudronnerie est utilisée au service de différents domaines. La construction aéronautique, avions, réacteurs, la construction ferroviaire, locomotives, wagons, la construction navale, sous-marins, bateaux, les transports routiers, bennes, citernes. Mais elle intervient également dans divers domaines du quotidien indispensables au bon fonctionnement de notre société. L'industrie chimique, peinture par exemple, l'industrie papetière, presse, l'industrie nucléaire, centrale nucléaire, bâtiments ou travaux publics, ouvrages d'art, construction urbaine, l'industrie agroalimentaire, conservation du lait par exemple, menuiserie et design, verrières, escaliers en fer forgé. Et demain ? À l'heure du numérique, la chaudronnerie se modernise également par la robotisation des tâches physiques et donne le contrôle des outils à commande électronique à l'homme. On peut donc noter diverses tâches: la découpe numérique par laser ou plasma, le poinçonnage, le pliage, le soudage. Eh bien voilà, une petite vidéo qui nous permet de planter le décor, si je puis dire. Je me tourne maintenant vers mon premier invité, Xavier Graff, chargé de mission RH en charge des relations école-entreprise pour EDF, délégation régionale Grand Est. D'abord, est-ce que cette présentation est juste, Monsieur Graff ? Bonjour Edouard. Oui, tout à fait. Donc, je suis bien en charge des relations école-entreprise au sein de la délégation régionale Grand Est, avec un parcours peut-être un petit peu atypique. Alors justement, j'allais y venir. Avant d'occuper ce poste, vous en avez occupé bien d'autres. Et en préparant l'émission, vous m'avez expliqué que vous avez été vous-même chaudronnier. Oui, alors chaudronnier soudeur, BTS chaudronnerie, les écoles de l'Institut de soudure avec le APS à l'époque. Un passage, pareil, 4 ans en inspection, le contrôle au sein de l'Institut de soudure et après intégration d'EDF, la centrale de Cattenom en l'occurrence, toujours dans un profil chaudronnerie, inspection, contrôle. Voilà, donc un beau parcours, donc un métier fort intéressant. Et on y reviendra, on vous demandera de détailler tout à l'heure un peu ce parcours et de nous présenter un peu ce métier. Mais je vous coupe juste parce que je souhaiterais donner maintenant la parole à Pierrick Bénat. Donc Pierrick, vous êtes étudiant ? Oui, c'est ça, je suis étudiant du coup en BTS CRCI en 2e année, donc à Thionville. C'est quoi ce BTS RCI pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit ? Donc en fait le BTS CRCI, donc c'est conception et réalisation du coup en chaudronnerie industrielle. Et donc en fait le BTS consiste à tout simplement gérer en fait toute la conception d'un projet, donc de son acheminement dans l'entreprise à sa réalisation dans l'atelier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre ce cursus chaudronnerie ? Donc moi je viens du coup d'un bac pro chaudronnerie de base et pour la poursuite d'études, donc en fait je voulais vraiment approfondir toute mon expérience et mes compétences dans le domaine de la chaudronnerie et en même temps voir un peu tout ce qui était du coup toute la conception et un peu les études dans les bureaux ou les bureaux de méthode. Et donc j'ai pris connaissance de ce BTS qui était déjà dans mon lycée
Et je me suis orienté justement pour, donc comme je l'ai dit avant, approfondir et améliorer mes compétences dans la chaudronnerie. Je reviendrai tout à l'heure vers vous, Pierrick, parce que vous avez dit, vous avez fait un bac pro chaudronnerie de base, et je reviendrai sur cette notion de bac pro chaudronnerie de base. Je vais donner maintenant la parole à Cédric Lacoste. Hein. Cédric, vous êtes directeur régional chez CMI John Cockerill. Tout à fait. Les métiers de la chaudronnerie, est-ce qu'aujourd'hui, ça intéresse encore les entreprises? Si oui, pourquoi et dans quel domaine? Ah mais tout à fait, hein. Le métier de la chaudronnerie chez nous est essentiel. Quand on est une société comme nous qui réalisons des opérations de maintenance, de travaux neufs pour des grands donneurs d'ordre, on retrouve la chaudronnerie dans tous ses aspects, partout dans notre quotidien. Quand on travaille sur les centrales nucléaires, on doit réaliser des pièces de tuyauterie, des pièces chaudronneries pour les équipements qui composent les sous-ensembles qui composent cette industrie. On est bien obligé d'avoir affaire à des chaudronniers et avoir affaire à des professionnels dans le domaine. Merci beaucoup Cédric. Je me tourne maintenant vers Stéphane Pereira. Vous êtes apprenti au pôle formation. Bonjour. Bonjour. Précisément, Stéphane, vous faites quoi? Moi, je suis en mention complémentaire soudage. Donc, j'ai commencé par un CAP à la Malgrange. J'ai débouché sur un bac pro en chaudronnier TCI. Donc, j'ai voulu me spécialiser un peu plus dans la soudure. Donc, j'ai continué sur une mention complémentaire. Aujourd'hui, vous êtes en apprentissage? En apprentissage, mention complémentaire soudage. Quelle est l'entreprise qui vous accueille? Armetal, industrie des Trois Frontières. D'accord. Alors, qui dit Armetal dit que vous faites aussi de la chaudronnerie d'art, si je puis dire, et vous confectionnez des pièces qui ne vont pas dans l'industrie, mais qui se retrouvent chez le particulier? Dans du particulier aussi, des usines au Luxembourg, la centrale même de Cattenom aussi. Donc, quand vous ne travaillez pas pour les industriels, pour les particuliers, vous réalisez quoi? Par exemple des garde-corps, des verrières, des escaliers, des vérandas. Il y a un peu vraiment toutes sortes de choses que l'on fabrique à la demande du client particulièrement. Stéphane, même question que celle que j'ai posée à Pierrick tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a amené à aller vers ces métiers? Ce métier m'a poussé à le rejoindre du fait que je suis quelqu'un de manuel. Donc j'adore travailler et transformer les choses. Et le métal permet de faire ces choses-là, quoi. Donc de travailler, déformer, créer quelque chose de ses mains. Aujourd'hui, est-ce que vous préférez travailler dans le domaine industriel ou plutôt dans le particulier pour faire des garde-corps, des rembarres d'escalier et autres? Le plus artistique, ce serait les particuliers. Donc diverses formes en fait, de matières que l'on travaille. Après, l'industrie, c'est tout aussi bien, mais pour ma part, c'est créer quelque chose qu'on ne refait pas deux fois, toujours en étant unique, donc pour les particuliers. Alors, merci beaucoup. On précise en régie qu'on a, par exemple, sur ce plateau, typiquement de la chaudronnerie ou de la ferronnerie d'art, par exemple, avec ce bras zéro là, qui nous a été apporté pour la décoration. Pierrick, tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, vous m'avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, je suis parti de base avec un bac. Mais avant ça, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers ce métier-là? Vous y êtes allé par hasard, par erreur ou avec une envie réelle? Eh ben, donc en fait, de base, moi, je venais d'une première ES. Sauf que je me suis rendu compte que travailler avec ma tête, c'était pas vraiment mon domaine propice. Alors du coup, j'ai essayé de me renseigner un peu sur les métiers manuels vers lesquels je pourrais m'orienter. Et notamment, j'ai vu que la chaudronnerie, en fait, c'était du coup le fait de former à partir d'une tôle ou autre un objet qui permettrait au quotidien d'être utilisé ou tout simplement un objet de décoration. Et en fait, le fait de vraiment transformer, comme mon collègue l'a dit, transformer le métal et d'en faire quelque chose d'assez intéressant, c'est ce qui m'a vraiment attiré. Et donc c'est pour ça que je me suis orienté en fait du coup vers le bac pro, donc TCI à la briquerie, quoi. Vous êtes en BTS. Est-ce que vous pensez, au sortir de ce BTS, aller sur le marché du travail ou est-ce que vous pensez continuer un peu vos études? Et ben, c'est une question assez importante que je me pose encore maintenant, mais je pense faire une poursuite d'études, donc une licence professionnelle, notamment dans la filière CND,
Donc soit à l'IUT de Jutz, soit j'avais vu aussi par rapport à l'IUT de Nancy. Mais la licence CND, c'est une des licences qui m'intéresserait fortement. Finalement, contrairement à ce que vous avez dit, vous avez quand même une tête à faire des études, sauf que vous voulez que ça se concrétise par quelque chose de manuel. C'est ça, ouais, c'est ça. D'accord. Non, mais c'était important de le préciser parce que j'avais l'impression que vous disiez que vous n'aviez pas du tout envie de travailler. Xavier, vous m'avez dit tout à l'heure que les métiers de la chaudronnerie étaient très, très divers. Je crois que Stéphane nous en a déjà donné un aperçu en nous expliquant qu'aujourd'hui, il travaille dans le domaine de l'industrie et aussi dans la ferronnerie d'art. Pour revenir au domaine de l'industrie, la chaudronnerie aujourd'hui, clairement, c'est quoi? Alors clairement, la chaudronnerie dans l'industrie, c'est divers. On peut très bien aller sur de la tuyauterie comme des gros appareils chaudronnés. Donc justement par rapport à ce que disait Stéphane, où on parlait de chaudronnerie d'art auparavant, l'avantage de la chaudronnerie, c'est qu'on peut aller voilà, de A à Z, donc d'une petite pièce à vraiment à quelque chose d'énorme. Si on reprend par exemple le CNPE de Cattenom avec ses installations, ça peut aller d'une cuve de réacteur justement, donc à des réchauffeurs, à de la tuyauterie donc pour justement transporter donc tous ces fluides ou toute la vapeur. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau et de très industriel. Comme le disait donc Pierrick aussi, c'est vrai que quand on voit ce qu'on est capable de faire avec une tôle et là où on peut aller, c'est vrai que c'est quelque chose de très motivant et ça n'a pas de limite. Donc tous les jours, on se réinvente, tous les jours, on se re-questionne sur ce qu'on peut faire, comment on peut évoluer dans le domaine. Et c'est ça qui est super intéressant avec la chaudronnerie, c'est que moi j'ai commencé à l'atelier, donc j'ai formé, j'ai vu, j'ai poinçonné, j'ai plié. En bureau d'études, on a pu concevoir. On a pu justement contrôler avec les CND. Et puis là, donc, chez EDF, à Cattenom, on a pu justement mettre en avant, monter des affaires, justement suivre des affaires neuves, de la réparation. Et donc, on est vraiment sur quelque chose de très diversifié. Et on peut aussi aller sur de la partie réglementaire. Donc, c'est vrai qu'on en a pour tous les niveaux. Qu'on soit manuel ou intellectuel, il y en a vraiment pour tous les niveaux dans la chaudronnerie. Vous venez de dire quelque chose qui m'interpelle. Vous en avez déjà parlé tous les trois. On reviendra tout à l'heure avec Cédric. Qu'est-ce qui est beau dans ce métier, Stéphane? Dans ce métier, ce qui est beau, c'est, comme vient de le dire monsieur, c'est la transformation à la base de quelque chose de simple à vue d'œil et d'en faire quelque chose de vraiment grand, mais dans toutes les formes. C'est quelque chose de beau en fait. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. En tout cas, ça se voit sur votre sourire. Voilà, c'est la passion. C'est la passion, c'est ça. C'est le plaisir de faire quelque chose, une transformation complète. Pierrick, vous confirmez que, allez, passez-moi l'expression, on peut prendre son pied à transformer un bout de ferraille pour en faire quelque chose de joli ou d'utile? Ouais, c'est le fait par exemple de tout simplement prendre une tôle, de devoir la rouler pour en faire une cuve, ou tout simplement de prendre par exemple de la limaille et d'en faire un personnage. En fait, c'est quelque chose dans lequel nous, on peut déjà se retrouver en créant quelque chose qui nous appartient, mais en même temps en le rendant esthétique et en montrant aux personnes que en fait, ce qu'on a créé, c'est beau, ça sert et c'est bien. Cédric, je reviens vers vous. Tout à l'heure, Xavier nous a parlé de chaudronnerie principalement dans le nucléaire. C'est normal, c'est de là d'où vient Xavier. Le groupe John Cockerill, qui est un groupe à l'international, applique certainement les métiers de la chaudronnerie dans d'autres domaines que ceux du nucléaire. Lesquels? Tout à fait. Alors écoutez, on est présent, on retrouve la chaudronnerie un peu partout sur l'ensemble de nos clients. Alors effectivement, il y en a dans le domaine du nucléaire, de l'énergie de manière plus générale, mais on le retrouve aussi dans l'alimentaire, où on est amené à réaliser des ensembles et des installations de tuyauterie pour le transport des fluides alimentaires. Par exemple, concrètement, dans quel type de filière alimentaire? Par exemple, dans le vin, par exemple, ou le champagne. Vous commencez à m'intéresser. Je savais qu'il fallait que j'évoque ça avec vous. Les laiteries aussi? Les laiteries aussi, tout à fait, on peut compenser avec ça. Mais on est amené à faire de la cuverie, on est amené à faire des réseaux de tuyauterie en inox, par exemple, pour transporter ces fluides dans les différentes étapes de leur process. On le trouve dans la chimie, on le retrouve aussi dans l'aéronautique.
dans le bâtiment, dans le naval. Donc, si je comprends bien, c'est un vrai métier où il y a du boulot. Ah, mais tout à fait, il y a énormément de travail, il y a énormément de sujets sur lesquels on est sollicité. Hein, et il y a énormément donc, de demandes dans ce domaine-là. Aujourd'hui, vous avez tendance à embaucher des gens en chaudronnerie qui ont quel niveau? Parce que tout à l'heure, c'est ce que nous disait Pierrick, il a commencé par un bac, puis finalement, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait quand même une tête bien faite et que contrairement à ce qu'il pouvait penser, il pouvait rester un peu plus longtemps sur les bancs de l'école, il a continué par un BTS. Et il n'est pas arrivé au terme de son BTS, qui se pose déjà la question de savoir s'il va continuer pour faire un peu de CND, par exemple. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller au moins jusqu'au niveau bac pour trouver un travail, un emploi dans des entreprises, ou faut-il maintenant absolument aller un peu plus loin? Quels sont les types de profils que vous recherchez? Alors, on recherche à peu près tous les niveaux. Alors bien entendu, on a besoin de gens d'expérience, mais on a aussi besoin de gens qui démarrent et qui sont motivés, comme ce que je peux voir sur le plateau aujourd'hui, où ce sont de vrais passionnés et de professionnels en devenir. Aujourd'hui, je pense qu'on pourra en parler plus tard. C'est vrai qu'on a malheureusement un peu de pénurie dans ce domaine, et c'est bien dommage. Donc, pour revenir à votre question, oui, on a des apprentis, on commence à travailler avec des apprentis qui apprennent le métier, qu'on associe avec des professionnels dans nos ateliers et nos chantiers. Et ça peut donc démarrer au bac pro, ça part jusqu'au BTS, et ensuite plus loin si les gens sont motivés. Merci pour ces compléments de réponse. Je tenais à rappeler à toutes celles et ceux qui nous regardent que n'hésitez pas à nous faire part sur le chat de vos questions. Parmi les questions que je pose sur le plateau, je tenais juste à préciser que ce sont des questions que nous avons déjà reçues du collège Paul Langevin d'Agondange, du collège Charles Péguy de Cattenom et du lycée La Briquerie de Thionville. Xavier, je vous pose la question maintenant parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de la poser à un autre moment, même si on n'est pas typiquement dans la thématique de présentation du métier. Vous, aujourd'hui, vous êtes passé des métiers de la chaudronnerie à celui des ressources humaines. Vous avez fait le grand écart. Comment on en arrive là? Alors, comment on en arrive là? Alors, effectivement, donc l'alternance, l'éducation, on apprend un métier, on apprend quelque chose. Par contre, ce qu'on n'apprend pas, c'est la façon d'être ou ce qu'on est capable de faire à côté. Donc quelque chose qu'on regarde énormément, point de vue embauche, point de vue RH et puis point de vue évolution de carrière, parce qu'une personne qui va rentrer dans un grand groupe ou dans une entreprise de chaudronnerie d'art, elle va vouloir évoluer, elle va vouloir s'épanouir, et je pense que ça c'est super intéressant. Donc quand on recrute quelqu'un ou quand on cherche quelqu'un, on regarde ce qu'il est capable de faire maintenant, mais aussi ce qu'il serait capable de faire plus tard. Et donc là, on travaille beaucoup justement avec ce qu'on appelle les soft skills et on regarde un petit peu le comportement des gens. On essaye de voir comment on pourrait utiliser les compétences annexes de ces personnes-là. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, c'est que l'année dernière, donc, je suis parti donc, du CNP de Cattenom où j'étais donc, sur la partie donc, sûreté nucléaire. Je suis parti pour aller dans le domaine des RH et les relations avec l'entreprise, justement parce que j'avais fait beaucoup d'actions dans ce domaine-là et j'avais montrer la volonté justement de pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Et c'est l'avantage que j'ai eu dans un grand groupe, c'est que voilà, EDF m'a donné la possibilité de me réorienter dans un domaine qui m'intéressait et qui intéressait aussi l'entreprise. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête au moment de l'apprentissage. On apprend un métier, on apprend justement un métier. Voilà, on apprend un métier, mais on n'est pas forcément sûr de vouloir après continuer dans ces domaines-là parce qu'on découvre justement d'autres choses dans la vie, hein, on évolue et peut-être que par la suite vous serez aussi amenés, donc les jeunes, si vous allez par là, à vouloir aller justement vers d'autres voies. Donc voilà, les portes ne sont pas fermées. On va glisser tout doucement vers la deuxième thématique de cette émission qui consiste à savoir quelles sont les différentes raisons qui peuvent nous pousser à choisir ces métiers et à en choisir un peu et à regarder quels en sont les avantages et inconvénients. Donc avant de vous laisser quitter le plateau, si on devait résumer, Xavier, tout d'abord en 2 mots, quel est le principal truc qui vous a animé dans les métiers de la chaudronnerie? Et à l'inverse, qu'est-ce qui à un moment donné pourrait rebuter quelqu'un?
Alors un métier passionnant, surtout ne pas rester sur les a priori de ce qu'on pourrait imaginer d'un métier sale, noir. C'est un métier innovant et on le voit bien tous les jours, hein, on évolue, on a des challenges qui nous permettent justement d'avancer. Donc moi je dirais un métier innovant et plein d'avenir. Alors ça tombe bien, l'innovation est un des thèmes qu'on abordera dans la deuxième thématique. Stéphane, allez, en 2 mots, qu'est-ce qui plaît absolument dans ce métier et qu'est-ce qui pourrait rebuter quelqu'un? Création et je dirais aussi performance. On évolue toujours. Que des points positifs. Que finalement. des points positifs. Mais écoutez, tant mieux. Cédric, qu'est-ce qui fait un bon chaudronnier? Déjà, je pense qu'un chaudronnier, c'est quelqu'un qui est motivé, qui est passionné par ce métier, qui a envie de faire quelque chose d'utile à partir de matériaux qui, au départ, semblent être statiques et sans intérêt. C'est quelqu'un qui doit avoir de la ténacité comment dire, j'en perds mes mots. C'est normal, on est tous un peu émus devant une caméra. Mais vraiment, ce que je dirais vraiment le plus, c'est vraiment quelqu'un de passionné. De passionné. Oui. Voilà. Un mot qu'a déjà d'ailleurs utilisé Stéphane. Pierrick, avant de passer à une des questions qui nous a été posée à distance, un mot pour résumer votre passion pour la chaudronnerie. L'amusement. Vraiment? Oui. Et moi, je trouve ce métier très amusant. Parce qu'en fait, le fait vraiment moi, je trouve ça amusant en fait, de transformer tout ce qu'on fait pour après lui donner une utilité. Je trouve un plaisir en fait, à jouer en fait, avec tous ces différents matériaux, avec les différents procédés qu'on va utiliser pour transformer ou souder ou peu importe. Et ben, en fait, moi, je trouve ça amusant. J'ai une question qui vient de nous être posée par Mathilde du collège Charles Péguy de Cattenom, qui dit est-ce que la chaudronnerie est un domaine dangereux? Qui veut répondre? Je vois que Xavier a déjà pris le micro, donc je vous laisse répondre. Après Xavier. répondre, je pense. Non, Cédric, vous avez été sur le fil, je suis désolé. Vous compléterez peut-être. Tous les métiers sont dangereux, donc non, je dirais que la chaudronnerie n'est pas plus dangereux qu'un autre métier. On travaille surtout en sécurité. Donc on se réinterroge surtout, à chaque nouveau chantier, nouvelle intervention, on travaille justement en sûreté, on prend les précautions nécessaires pour justement ne pas se blesser. Et je dirais pas que la chaudronnerie est un métier dangereux. Donc on a autant de chances d'avoir un accident au boulot qu'en voiture ou une chute de plein pied dans un bureau par exemple. Donc il suffit juste d'être attentif, de faire de la prévention sur la sécurité. Donc non, pour moi, c'est pas un métier plus dangereux. Stéphane ou Pierrick, est-ce qu'on vous sensibilise à cette notion de sécurité? Oui, bien évidemment. Il faut faire très attention. Donc forcément, des dispositifs sont mis en place, donc des affiches, des rappels, des formations, des fois aussi, des formations à certaines manœuvres, pour pas se tromper, pour pas se blesser, pour faire les choses bien et du premier coup, tout en étant en sécurité. Donc voilà. Question, alors vous m'avez dit, c'est l'amusement qui est le mot qui résume votre passion pour la chaudronnerie. On peut s'amuser en toute sécurité, Pierrick? Oui, on peut s'amuser en toute sécurité, notamment par rapport aux EPI, donc les protections qui sont mises à disposition et qui sont nécessaires à la réalisation des pièces qu'on fait en atelier. Mais l'amusement, il est là avec en fait, l'amusement vient avec la sécurité, parce que si on va s'amuser à faire un projet ou à travailler ou à former, on va se mettre en sécurité parce qu'on va se dire que ce qu'on doit faire, on va devoir le finir. Alors en même temps qu'on va s'amuser, on va se dire je vais quand même faire attention et je vais quand même réfléchir à ce que je fais. Donc ça va un peu ensemble.
Je continue de recevoir vos questions et j'ai maintenant une question que j'ai réservée à Cédric Lacoste. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Cédric, une question de Kenza du collège Paul Langevin à Gondange. Est-ce que la chaudronnerie est un domaine réservé aux hommes? Je pense que la question a le mérite d'être posée puisqu'autour de ce plateau, il n'y a que des hommes. Est-ce que c'est un métier réservé aux hommes, Cédric? Alors non, pas du tout. Techniquement, c'est pas du tout réservé aux hommes. Dans les faits, on s'aperçoit qu'il y a malheureusement beaucoup d'hommes, même si j'ai eu l'occasion d'avoir sur l'ensemble de mes collaborateurs des femmes soudeuses. Qui d'ailleurs étaient mettaient bien en concurrence les hommes dans les ateliers qui ne déméritaient pas du tout. Donc c'est pas réservé bien entendu aux hommes et les postes sont tout à fait ouverts à la gente féminine. Ça évolue aussi. On parlait de sécurité tout à l'heure, de pénibilité, etc. C'est des métiers qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Les choses évoluent parce que les moyens sont mis à disposition pour pouvoir manutentionner, manipuler les pièces en toute sécurité et avec des moyens mécaniques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette première partie de plateau. Je vais vous demander de bien vouloir quitter ce plateau. Et on va accueillir en attendant Mathias Meyer, Evan Géant-Digrandi, Ludovic Cunera et Sophie Gratteau. On les accueille sur le plateau. J'en profite pour dire à la régie que les personnes qui posent des questions, on les prendra tout à l'heure lors d'une session en direct du collège de Cattenom à la fin de ce plateau. Voilà, si vous voulez bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous laisser d'abord vous présenter. Et la parole est d'abord, je crois, à Madame Sophie Gratteau. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Sophie, en quelques mots? Bonjour Edouard, donc je suis Sophie Gratteau-Trimbure, je travaille à Pôle emploi. Je suis conseillère entreprise et plus spécifiquement dédiée à la cellule nucléaire. Puisque vous avez le micro, j'en profite, je vous pose une question immédiatement. Tout à l'heure, M. Lacoste disait que malheureusement, on est dans des métiers qu'on appelle en tension. Aujourd'hui, c'est quoi un métier en tension et comment est-ce qu'on fait pour le détendre? Alors, un métier en tension, en fait, c'est un métier où on a beaucoup d'offres d'emploi, mais on a peu de demandes d'emploi. Donc, c'est-à-dire qu'on a un déséquilibre entre le nombre de postes qui sont proposés et le nombre de candidats qui pourraient occuper ces postes-là. Alors, effectivement, il y a des solutions comme la formation, donc la formation au démarrage, donc la formation scolaire, un parcours scolaire. Et puis, il y a aussi des outils Pôle emploi et la formation professionnelle continue qu'on essaye de mettre en place au niveau de Pôle emploi pour des demandeurs d'emploi qui manqueraient des compétences. On reviendra tout à l'heure auprès de vous pour savoir pourquoi on a finalement aussi intérêt peut-être à tourner un regard bienveillant vers ces métiers. Je vous laisse vous présenter en 2 secondes, s'il vous plaît. Alors bonjour, merci de m'accueillir déjà. Donc moi c'est Ludovic Cunera, je suis formateur CND à l'Institut de soudure à Utz. Donc je suis formateur donc en contrôle non destructif spécialisé dans tout ce qui est méthode par ultrason, notamment qu'elles soient conventionnelles ou innovantes. Je réalise aussi encore des prestations chez des clients, donc pour du contrôle ou de l'expertise sur différents équipements, que ce soit en fabrication ou en maintenance. Si je comprends bien, dans votre métier, il y a une partie formation où vous expliquez et apprenez aux autres, et il y a une partie où vous travaillez directement sur le terrain? Alors moi personnellement, en contrôle par ultrason, j'ai certaines compétences qui sont encore on va dire qu'on n'est pas beaucoup dans notre groupe à avoir. Donc effectivement, je réalise encore des prestations, mais je suis au minimum à 90% en formation puisque je prépare les gens à des certifications qu'on appelle des CoFREND, CoFREND pour Confédération Française pour les essais non destructifs. Et donc effectivement, je suis pratiquement tout le temps en formation où je forme des gens, donc des professionnels, mais aussi on a des étudiants de l'UT d'Utz qui viennent dans le cadre de la licence CND, notamment pour faire les travaux pratiques. Et puis on espère bientôt, enfin on est aussi CFA en soudage et peut-être CFA bientôt en CND. On reviendra sur toutes ces notions et on essaiera de décrypter ce qui se cache un peu derrière tous ces sigles, parfois un peu barbares que vous avez pu utiliser. Je le rappelle, toutes celles et ceux qui nous regardent ne sont pas forcément au fait de tout ce qui peut se cacher derrière ces sigles. En tout cas, merci beaucoup Ludovic. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Evan Géant-Digrandi, je suis un apprenti en BTS CRCI. Donc, je suis dans l'entreprise FML qui m'a accueilli pour les 2 ans, l'année-là plus l'année à venir, pour faire ma formation. Pourquoi vous avez choisi, Evan, ce métier?
Ah ben moi je suis tombé dedans un peu par hasard entre guillemets. J'aimais bien travailler avec mes mains et du coup stage de 3e qui arrive, faut trouver une chose. Je toque à la porte d'une entreprise de chaudronnerie, puis c'est parti. Hein. Depuis Une révélation? une révélation, c'est aller tout seul. Un diplôme de bac pro pas loin de chez moi. Pourquoi pas essayer? Ça coûte rien. J'y vais, puis ça me plaît. Puis maintenant BTS. Hein. Puis En gros, c'est comme pour Pierry qui était là tout à l'heure. On a l'impression que vous faites ça par hasard et en dilettante. Et mais au final, je m'amuse, mais comme il disait tout à l'heure, c'est une passion maintenant. Je me vois pas faire autre chose, c'est ça. C'est vraiment la révélation en peu de temps qui m'a fait. Ah voilà, je veux faire ça. Donc sur pourquoi choisir ce métier, Evan, vous êtes en train de me dire presque par hasard au départ. Oui, parce que c'était vraiment pas un métier très connu, on m'en avait pas trop parlé avant. Et du coup, c'est ça que je trouve aussi dommage, c'est qu'on parle pas assez des métiers de l'industrie. Au niveau des écoles, on parle beaucoup des cursus classiques. Et on m'avait même proposé un cursus classique, mais ça me déplaisait d'aller juste faire des études pour au final arriver à aucun cas concret, quoi. Du coup, je me suis orienté dans un bac pro. Et puis j'ai bien été accompagné par mes profs et tout. Et puis même ma famille m'a dit, vas-y. Hein. Donc voilà, je me retrouve là aujourd'hui. C'est important le regard de la famille qu'on peut Ah porter oui, sur ça aide quand même beaucoup. Sur le côté de, on fait des études différentes, faut aider quand même les enfants à aller se diriger vers un truc différent des autres. Pas juste faire des études pour faire des études. Ça sert à mes yeux, ça ne sert à rien de juste poursuivre des études sans aucun but. Merci beaucoup pour ce témoignage, Evan. Mathias? Donc on va enchanter. Donc j'ai eu un parcours un petit peu similaire à celui de Pierrick et d'Evan. Donc j'ai pu faire donc une première S avant de me rendre compte que c'était vraiment pas fait pour moi le théorique et que j'avais besoin de pratique. Donc, Pardon, je vous interromps. Oui. Comment est-ce qu'on se rend compte? Alors, on fait une première S, donc a priori un peu sur un rail pour partir vers ce qui peut faire plaisir aux parents ou peut-être à soi-même, je ne sais pas. Mais comment? Plus aux parents. Oui. Plus aux parents. Non, mais c'est bien de le dire. Hein, dans cette émission, il faut qu'on se dise tout. C'est ce qui m'intéresse. Comment est-ce qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est pas ce dont j'ai réellement envie? Je m'en suis rendu. Après, j'avais la chance donc d'avoir un père qui est soudeur et qui bricolait beaucoup à la maison et donc de découvrir la chaudronnerie à la maison en fait. Et le fait d'avoir cette base de comparaison, donc je savais ce que je voulais déjà en sortant de 3e. Et le fait de faire que de la théorie comme je pouvais le faire en fait en première, ça me déprimait en fait. Ça me déprimait de faire des calculs à longueur de journée sans savoir à quoi ils allaient me servir ou autre. Et de rien avoir de concret en fait. Là, c'est concret. Alors qu'une fois que je suis passé donc en bac TCI puis en BTS CRCI, tout est devenu beaucoup plus concret. Alors, bac je me suis épanoui dans ce que BTS CRCI, technicien en chaudronnerie industrielle. Voilà, je vous remercie. C'est pas tellement pour moi, mais il y a plein de personnes qui nous regardent et qui aimeraient bien savoir ce que veulent dire tous ces sigles. Donc, le bac technicien en chaudronnerie industrielle, durant lequel j'ai pu passer mon CAP ainsi que le bac pro, donc qui est le cursus le plus classique pour entrer en chaudronnerie. Et ensuite un BTS CRCI qui ensuite très bien obtenu m'a permis de poursuivre sur un diplôme d'ingénieur en génie mécanique, donc pour EDF sur la centrale de Cattenom. Donc aujourd'hui, vous êtes en études d'ingénieur. Voilà, je suis en avant-dernière année, donc qui se passe très bien et je vais finir sur ma dernière année sans rattrapage. Comme Pierrick qui était tout à l'heure sur le plateau, vous aussi, vous sifflez en travaillant tellement vous trouvez ce métier joyeux? Alors, oui. Moins déjà. Non, oui. Peut-être un petit peu moins le temps de siffler en travaillant depuis 2 ans, mais oui, c'est vraiment un métier dans lequel je peux m'épanouir. Et pour reciter ces mots, je ne citerai peut-être pas l'amusement, mais la satisfaction personnelle de voir une fois une réalisation finie, l'ouvrage qu'on a pu réaliser de ses propres mains ou autre, en partant de rien. Donc on est d'accord qu'on peut avoir un bac pro, passer un CAP et faire une école d'ingénieur. Il n'y a rien d'incompatible. Alors là, il n'y a absolument rien d'incompatible, contrairement à ce qu'on pourrait entendre quand on est étudiant et qu'on le présente à son conseiller d'orientation. Alors on ne va pas tirer à boulet rouge sur les conseillers d'orientation parce que je pense qu'ils ont aussi des choses très intéressantes à nous dire. Je rassure les personnes qui vont nous rejoindre sur le plateau tout à l'heure. C'est pas pour ça. J'ai eu une mauvaise expérience là-dessus. C'est vrai que c'est pas forcément ce qui reflète le cas de tout le monde, mais
on va dire que ce n'est pas des cursus qui sont classiques et qu'on nous présente. Mais c'est vrai, Evan le disait tout à l'heure, aujourd'hui c'est des métiers typiquement sur lesquels on ne met pas forcément un coup de projecteur. Et là on est en train d'essayer de compenser et surtout d'expliquer de la manière la plus factuelle possible ce que sont ces métiers et pourquoi on les choisirait. Ludovic, si vous deviez convaincre quelqu'un de suivre ce type de formation, ces métiers, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors moi déjà, c'est vrai que c'est un métier que je conseille à tout le monde. C'est vrai ce qu'il disait tout à l'heure, les métiers de l'industrie, et notamment de la chaudronnerie, et encore plus du CND pour mon cas, puisque c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des contrôles, c'est un métier qui est passionnant. Concrètement, moi, dans mon métier, alors avant donc d'être formateur, j'étais dans le service inspection-contrôle de l'Institut de soudure à Utz. J'ai beaucoup travaillé dans le nucléaire, puisque j'ai fait quasiment tous les sites de France. J'ai fait de la pétrochimie, transport gazier, enfin on travaille un peu sur tous les secteurs, puisqu'on est en prestation de service. Mais concrètement, c'est passionnant, puisqu'on voit plein de choses, on voit plein de types d'installations différentes, on est vraiment dans la technique, et on croise une quantité de métiers qui est assez astronomique, toujours en rapport avec la chaudronnerie, et c'est ça qui est passionnant. Après, au-delà de mon métier, à moi, en tant que contrôleur, puisque j'applique les ultrasons pour pouvoir vérifier la conformité des pièces, etc., ce qui est absolument passionnant, mais c'est aussi l'intégralité du secteur industriel qui se rapporte à la chaudronnerie, qui est super. Et concrètement, c'est vrai que même au détour de mes formations, puisque je forme des gens qui ont un peu tous les niveaux, qui sortent d'un peu toutes les entreprises, c'est super intéressant on va dire le melting pot de profils qu'on peut retrouver. Et en plus de ça, il y a un échange qui est super intéressant, quoi. Donc si je devais vraiment conseiller les métiers de l'industrie, bon, là, le premier aspect, évidemment, c'est la technique, puisque je trouve que c'est passionnant. Mais en plus de ça, il y a plein de choses à gagner à travailler dans ce milieu, en fait. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que c'était des métiers innovants. En quoi, quelles sont les principales innovations ces dernières années sur ces métiers? Alors, je ne pourrais pas parler de soudage ou de trucs comme ça, parce que je ne suis pas spécialement, c'est pas mon domaine de compétence. Par contre, du point de vue du contrôle, alors, on va retrouver des contrôles tout à fait conventionnels qu'on pratique depuis des années et des années, mais moi, en contrôle ultrason, par exemple, on retrouve aujourd'hui des nouvelles technologies qui sont super intéressantes, notamment tout ce qui est technologie multi-éléments, où cette fois-ci, on va plutôt se retrouver avec des technologies qui nous permettent, à l'image du médical, quand vous allez faire une échographie, on fait exactement la même chose sur de l'acier. Donc avec, en plus des signaux de base qu'on va utiliser pour interpréter nos soudures, par exemple, on va associer de l'imagerie et on va aller beaucoup plus loin dans l'interprétation, dans la capacité d'analyse, et c'est super intéressant. Je vous interromps juste 30 secondes. On avait un cas tout à l'heure qui est intéressant. Une cuverie, par exemple, quand on va dans une cuverie, non, c'est pas vous qui avez parlé de vin, c'est monsieur Lacoste. Ah, mais on en fait aussi en presta. Rassurez-moi. Qu'est-ce que vous contrôlez réellement et pourquoi? J'entends parler d'imagerie. Alors, dans le contrôle non destructif, donc c'est valable pour toutes les méthodes, en fait on peut souvent faire l'analogie avec le médical, puisqu'on fait de la radiographie, on fait des ultrasons, enfin de l'échographie, quoi. Moi je suis spécialisé là-dedans. Donc en gros vous faites des radiographies de matériaux? C'est exactement. Alors pas moi spécialement, puisque moi je suis plus contrôle par ultrason, mais en tout cas effectivement on va contrôler le matériau, on va garantir son intégrité, on va pouvoir voir à travers la matière, ce qui est génial d'ailleurs pour le coup, et détecter d'éventuels défauts qui nuiraient soit au fonctionnement de la pièce, soit à la sûreté des installations ou des personnes. Dans le cas par exemple d'un réacteur nucléaire, il y a plein de choses à contrôler, puisque le circuit primaire principal ou le circuit secondaire, enfin il y a énormément de choses qui sont soumises à la pression, à la fatigue thermique. Il y a plein de choses à contrôler. Votre métier, pardon, pour être sûr que j'ai bien compris, c'est la possibilité d'aller voir des défauts avec des techniques qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu. Exactement, puisqu'on peut voir en plein volume soudé, par exemple, un défaut, un petit manque de fusion qui traînerait, une fissure, une amorce de fissure. On peut suivre, une fois qu'on a trouvé cette indication, soit on va la faire réparer, si elle est non conforme par rapport aux documents qu'on va utiliser, les documents applicables. Si maintenant elle est non conforme, on la fait réparer. Par contre, si maintenant on estime par le calcul qu'elle peut tenir dans l'assemblage et qu'elle ne va pas forcément nuire à l'intégralité de la structure, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la suivre d'année en année. C'est ce qui se fait beaucoup dans les centrales nucléaires via les essais non destructifs. J'ai une toute petite dernière question. Tout à l'heure, vous avez parlé de nombreuses entreprises dans lesquelles vous vous rendez. Est-ce que ça veut dire que c'est des métiers où il y a obligatoirement beaucoup de déplacements? Alors effectivement, bon, comme je vous dis, moi mon métier me passionne, je le trouve génial. Mais
pour le coup, moi j'ai la chance de m'éclater dans mon boulot aussi, hein, comme les visiblement, intervenants autour du Non, plateau, mais c'est- beaucoup de mais c'est monde parce que s'éclate dans son métier. C'est parce que c'est super intéressant. Mais par contre, c'est vrai qu'à côté de ça, il y a aussi des choses un petit peu plus, on va dire, il y a forcément des inconvénients. Et Alors, encore une fois, il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que je crois que toutes celles et Oui. ceux qui nous regardent veulent aussi connaître à un moment donné. À toute chose, il y a un inconvénient ou Il y a des toute chose, un inconvénients, donc inconvénient. Et- autant les aborder. Alors, moi, je travaille en prestation de service. Donc, effectivement, quand j'étais dans le contrôle sur chantier avant d'être formateur, j'ai fait énormément de déplacements professionnels. Donc ça, c'est un aspect du métier qu'il faut connaître. Quand on fait de la prestation, forcément, on se déplace. Alors, c'est à la fois super intéressant parce que c'est une vie un peu différente de celle qu'on connaît quand on est sédentaire. Donc, c'est un peu partir sur des chantiers et tout, c'est intéressant avec les collègues. Par contre, c'est vrai que c'est difficile pour la vie de famille. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui est absolument extraordinaire. Et qui On a tous gère, des femmes voilà, extraordinaires. non, mais qui gère énormément quand j'étais pas là. Mais c'est vrai que des fois, je partais sur un arrêt de tranche, je rentrais pas pendant 6 semaines. Et ça, il faut y être préparé. Quand on fait ce genre de métier et qu'on a des compétences un peu particulières, qu'on se déplace sur les différents sites ou qu'on va, que ce soit dans une raffinerie là, près de Lyon, à Fos-sur-Mer, enfin dans le sud, ou alors, je sais pas moi, à la centrale nucléaire de Flamanville, sur l'EPR qui est en train de se construire. Enfin, c'est quand même des endroits qui sont relativement éloignés d'ici, pas de chez nous, et c'est vrai que c'est difficile des fois de mettre en corrélation la vie de famille et le travail. Merci. Mais ça reste passionnant. Oui, alors ça, on a bien compris, vous êtes extrêmement passionné par votre travail, et tant mieux. Alors, on va faire un petit test et un essai de connexion avec le collège de Cattenom où on a des questions à nous poser. Donc, je laisse la régie réaliser ce test et je les écoute. Alors, il faut le temps que ça bascule de l'autre côté. Voilà. Je vous écoute. Alors, il y a des personnes qui sont face à moi. Je commande pour les gens qui sont dans le public. Vous pouvez poser vos questions. Ah, ils ont ouvert un micro. Oui, on vous écoute. Eh bien, j'écoute la question d'Evan. Alors, pardon, j'ai pas entendu la fin de la question. Eh bien, on va poser la question en plateau, Evan, et j'espère que les réponses seront les bonnes. Alors, je vais me retourner vers Sophie Gratteau, côté Pôle emploi. Evan me pose la question, est-ce qu'il y a suffisamment de personnes qui rentrent dans ces filières? Absolument pas. Visiblement pas. Absolument pas. Sur l'année dernière, par exemple, rien que sur le bassin sidérurgique, donc le bassin sidérurgique, c'est de Thionville-à-Yange, on a eu à peu près 65 offres d'emploi déposées en chaudronnerie de base, hein, donc on ne demandait pas forcément un BTS, hein, un bac pro suffisait. Sur ces 65 offres, malheureusement, on en a 35 qui sont restées non pourvues. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas trouvé le candidat ou la candidate idéale pour pouvoir cette offre d'emploi. Alors ça s'explique par plusieurs choses. La première, c'est un manque de qualification évident des demandeurs d'emploi qui sont inscrits chez nous, et parce que les chaudronniers, généralement, ils sont en emploi. C'est rare d'avoir un chaudronnier inscrit à Pôle emploi. Ça, c'est une des premières raisons. Et puis la deuxième raison... Je reviens sur ce manque de qualification. Est-ce qu'on peut y pallier? Bien sûr. Bien sûr. À partir du moment où quelqu'un a un niveau, par exemple, en assemblage au plan, ou a fait une année en chaudronnerie mais n'a pas poursuivi, ou est très bien qualifié, par exemple, en soudure, on a des possibilités de monter en compétence cette personne, donc soit par le biais d'une action de formation qui va être faite préalablement à son recrutement, donc en association avec l'entreprise, donc avec une partie en formation externe, pourquoi pas, ou uniquement du tutorat en interne s'il y a juste un léger décalage par rapport au niveau attendu par l'entreprise, ou sinon repasser par un parcours de formation de professionnalisation, donc de la formation professionnelle continue par des entreprises qui travaillent régulièrement avec nous, des organismes de formation qui travaillent avec Pôle emploi, pour amener le demandeur d'emploi au niveau de compétences requis par l'entreprise. Voilà, le minimum.
Je reviens vers vous tout à l'heure, Sophie. J'ai posé une question à Evan. Evan, Ludovic en a parlé tout à l'heure. Les gens veulent absolument savoir quels sont les inconvénients de ces métiers, donc on va passer sur ce sujet une fois pour toutes. Y a-t-il des inconvénients dans ce métier? Si oui, lesquels? Réellement? Réellement, les inconvénients, si on se retrouve en atelier, oui, c'est sûr, ça peut déplaire. Le côté de on est sale, c'est sûr, c'est pas un métier où on rentre, on est nickel. Mais après, à côté de ça, la sécurité, on l'a. Le plaisir de voir un truc concret se faire, ça c'est magnifique. Voir des nouvelles personnes. Moi, j'ai beaucoup apprécié, vu que j'ai fait des stages, des jobs d'été, et maintenant dans un apprentissage, j'ai vu de nombreuses personnes qui m'ont conseillé des tas de formations, des tas de petits conseils, même des conseils de vie hors chaudronnerie. Les gens sont très bienveillants quand même dans le métier. Sur toutes les entreprises que je suis passé, aussi bien en stage qu'en apprentissage. Les gens sont quand même bienveillants et essaient de nous pousser à nous développer au maximum. Donc, pour répondre à la question sur les inconvénients, on en a déjà levé deux. Un premier qui était de dire que voilà, de temps en temps, on peut être dans des entreprises où il y a du déplacement. Ça peut être éventuellement sale. Je me retourne vers Mathias. Mathias, s'il devait y avoir un inconvénient à votre métier, ce serait lequel? Je pense qu'un gros inconvénient qui n'a pas encore été cité, c'est souvent le bruit. Donc c'est les milieux ambiants dans lesquels on retrouve énormément de bruit. On s'en protège? On s'en protège très bien. Et est-ce qu'on apprend très jeune maintenant à s'en protéger? Alors dans toutes les entreprises que j'ai pu faire, c'est un pied d'honneur à ce que les oreilles soient protégées aussi bien que les yeux. Et parce qu'on se rend compte que les générations passées se protégeaient peut-être un peu moins bien vu qu'il y avait moins de prévention là-dessus. On se rend compte des pertes d'audition. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est formel, c'est les bouchons ou les casques obligatoires à partir du moment où on entre en atelier. Pour revenir sur la remarque d'Evan tout à l'heure, qui lui travaille principalement en atelier où effectivement il peut y avoir de la poussière, etc. Dans le nucléaire, c'est aussi le cas où on est plutôt dans un milieu... Alors beaucoup moins. Quand on retrouve de la chaudronnerie sur site chez nous, généralement les gens qui font leur intervention, qui vont faire par exemple un coupe-soute sur une tuyauterie pour remplacer un morceau, donc vont bien baliser la zone, protéger, et dès qu'ils auront fini leur intervention, tout nettoyer pour rendre le chantier de manière très propre. Donc quand on se balade dans nos locaux, c'est vraiment très très propre. Une question, Sophie, allez, il faut qu'on y passe parce qu'elle a été régulièrement posée. Est-ce que ce sont des métiers qui sont bien rémunérés? Alors, avant de parler de rémunération, on va déjà parler de pérennité de l'emploi. C'est-à-dire que la majorité des offres d'emploi déjà qu'on a, enfin qu'on peut répertorier, on en a les 2/3 qui sont sur de l'emploi durable. Donc ce qu'on appelle de l'emploi durable, c'est du CDD supérieur à 6 mois ou du CDI. Donc contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée. Donc c'est quand même encore un des rares métiers où on peut faire carrière, c'est-à-dire on peut rentrer dans une entreprise, faire son CDI, évoluer, comme le disait tout à l'heure Monsieur Graff, il a quand même évolué dans son métier. Donc ça fait encore partie des métiers industriels où on peut évoluer. On est loin de papa-maman qui travaillaient peut-être à l'époque à la Solac et qui ont malheureusement découragé leurs enfants à rentrer dans le milieu industriel parce que c'est vrai qu'on a quand même été fortement touché par certaines fermetures d'usines. Et donc l'industrie a un petit peu perdu de son prestige et les gens ne croient plus en la durabilité de l'emploi, ce qui est totalement faux, puisqu'à l'heure actuelle, au niveau de l'industrie, on recrute des compétences et donc on a envie d'avoir des gens qui vont pouvoir faire carrière et pouvoir faire confiance à ces gens-là. On sait qu'un recrutement, c'est très compliqué, c'est jamais une science exacte. Donc l'idée, c'est vraiment de tomber sur le bon candidat, de l'amener vers les compétences requises, et là, la personne est sûre de pouvoir évoluer dans son métier et de faire carrière dans ce métier-là. Donc ça, c'est le premier point. Après, en termes de salaire, effectivement, on s'est aperçu dernièrement qu'il y a des gens qui étaient formés en chaudronnerie, mais qui ont préféré passer à la frontière, aller au Luxembourg, il faut en parler, parce qu'on est quand même dans ce territoire-là. Et donc on a une perte de compétences par des gens qui préfèrent aller travailler au Luxembourg sur des métiers qui ne sont absolument pas qualifiés, mais qui vont offrir peut-être un salaire un petit peu plus important. Il faut quand même juste aussi penser que le Luxembourg, ce n'est pas la France, en termes de droit du travail, en termes de pérennisation de l'emploi, etc. Et donc on recommence à avoir des gens qui
reviennent dans l'industrie en France pour travailler dans ces métiers-là. Et franchement, on s'en réjouit. Voilà. En termes de salaire, on peut imaginer généralement c'est la question de base. Quand les même. offres, voilà, les offres qu'on faire de a, la politique, voilà, Sophie. presque. Les offres qu'on a actuellement, on est sur une moyenne entre 1800 et 2200 euros sur des chaudronniers pour le démarrage. Donc plutôt brut, voilà. un niveau de rémunération plus que correct, puisque le SMIC est un tout petit peu en dessous de 1600 euros brut, donc on est quand même plutôt correct pour des débutants. Après, tout va dépendre s'il y a de la mobilité, s'il y a du déplacement, puisque ça va s'ajouter, il y a des primes, tout dépend de l'environnement dans lequel on va travailler. Si on est dans le nucléaire, il faut penser à tout ce qui est calendaire, les primes, les déplacements, les primes de zone, etc. Donc tout ça, ça va s'ajouter au salaire de base. Mais en moyenne, voilà, on est entre 1008 et 2000 à peu près. Voilà, et j'invite toutes celles et ceux qui nous regardent à nous faire savoir ce qu'est la SOLAC. Je vous rassure, ce n'est pas du tout lié anciennement ArcelorMittal. Merci beaucoup, Sophie. On va essayer de se connecter à nouveau avec le collège de Cattenom, c'est bien ça? Donc je vous écoute pour la prochaine question. Oui, nous avons une question de Théo. On vous écoute, Théo. Y a-t-il de nombreux débouchés dans ces métiers? Qui veut répondre? Allez, on vous écoute, Mathias. Alors, concernant les débouchés dans ce métier, ouais, c'est vraiment très très variable. Il y a énormément de débouchés, donc on peut se retrouver à devenir donc, chaudronnier, qui serait le métier classique. On peut partir en soudure, on peut partir en tuyauterie, on peut évoluer donc en continuant sur un BTS, faire du chargé d'affaires, devenir commercial dans le domaine. On peut continuer plus loin, voire plus loin, aller travailler en bureau d'études, faire de la conception. Il y a vraiment des débouchés qui sont très très variables en fonction des souhaits de la personne et de ses compétences. Et généralement, si elle se retrouve dans une entreprise qui la considère, saura très bien la diriger pour ça. Evan, si vous aviez à faire la promotion de ces métiers-là, vous diriez quoi à celles et ceux qui nous regardent pour les inciter à faire ce job? Ah ben, c'est un métier très vaste. Donc là, à partir du moment-là, c'est ouvert à tout le monde, aussi bien aux garçons qu'aux filles. Et ça, il faut bien le rappeler, parce que j'ai déjà aussi rencontré dans mes entreprises des femmes. Et ça, c'était au début surprenant, mais au final, on se rend compte qu'elles sont des fois même meilleures que nous. Non, mais on peut le dire, il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à avoir. Je crois que Ludovic disait la même chose tout à l'heure en ce qui concerne la soudure. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'IS, on a... à l'Institut de soudure. Oui, à l'Institut de soudure, on a quand même une meilleure ouvrière de France en soudage. La qualification de MOF n'existe pas qu'en cuisine? Non, elle n'existe pas qu'en cuisine, elle existe en soudage. Et à l'Institut de soudure, il y a une femme qui est meilleure ouvrier de France en chaudronnerie. Ce qui est quand même... remarquable. Remarquable, oui. On est bien d'accord. Donc c'est ça, il ne faut pas être découragé dans vos envies de travailler. Puis franchement, c'est un beau métier, donc il ne faut pas se cacher, vouloir faire chaudronnier ou chaudronnière, puis se lancer, quoi. Vous n'avez rien à perdre, quoi. C'est surtout ça. Il ne faut pas hésiter, il faut juste se lancer. Mathias? Pour revenir sur les femmes, je souhaiterais rajouter un petit point. Donc, pour avoir participé au concours général des métiers en chaudronnerie. Et avoir loupé le MOF, c'est ça? Voilà. Donc, en 2017, il y avait 3 femmes qui étaient présentes. Sur 10 concurrents. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Je ne m'y attendais pas en arrivant là-haut. Alors, justement, la transition est faite. On a une jeune femme qui a une question à nous poser au collège de Cattenom. On vous écoute. Ah, quel est l'impact du Covid dans ce genre de métier? Une question à laquelle on n'avait pas pensé, mais effectivement, vous avez raison de la poser. Merci, Olivia. Il y a des choses particulières du côté de l'Institut de soudure? Alors, moi, en tant que formateur, il y a eu des différences, puisque depuis la période du Covid, on a mis en place des formations à distance, hein, comme dans l'éducation nationale, puisque bon, aussi, voilà. Donc il y a certaines formations, donc, notamment celles que je dispense. On fait des travaux pratiques, bon là on n'a pas le choix, on les fait sur place, mais on fait aussi des formations théoriques à distance, ce qui permet déjà de permettre aux différentes personnes de ne pas avoir à forcément se déplacer, puisque c'est des gens des fois qui viennent de loin. Donc ça nous permet
en plus de garantir la distanciation sociale, de permettre aux gens de regrouper les cours en fonction des différentes régions sur un truc centralisé à distance. Je pense aussi qu'en filigrane, la question était posée de savoir si derrière ces métiers, il y avait eu un impact direct du Covid sur l'activité. Je crois que toutes et tous, vous avez continué de faire votre métier sans qu'il y ait de rupture de travail comme dans les domaines de la restauration ou de l'hôtellerie. Je suppose que c'est aussi ce qui est posé en filigrane derrière cette question. Sophie, si vous aviez à convaincre des gens à pourvoir ces fameux postes, je rappelle, vous nous aviez dit, rien que pour Thionville, 65 offres d'emploi, à peine la moitié de pourvues. C'est ça. Qu'est-ce que vous diriez pour que les gens vous rejoignent ? Un emploi sûr, un emploi sympa où on construit des choses, hein, puisque les deux jeunes qui sont là nous ont quand même aussi convaincus de la passion qui les animait dans leur métier. Et puis il faut surtout raisonner en termes d'emploi, c'est qu'il y a du débouché. Et rien que sur le bassin de Thionville, on va dire dans un rayon de 35 km à peu près, on dénombre pas loin d'une centaine d'entreprises qui ont recours à de la chaudronnerie. Donc une centaine d'entreprises qui ont besoin de chaudronniers, donc, que ce soit pour faire de la chaudronnerie pure ou de la tuyauterie ou de la soudure, etc., mais qui ont besoin d'éléments chaudronniers. 100 entreprises, c'est énorme. Voilà, une centaine d'entreprises. Donc il y a du débouché, il y a de l'emploi, ça recrute, on a du mal à pourvoir ces postes. Donc si vous vous formez dans ce métier-là, il n'y a aucune raison que vous veniez vous inscrire à Pôle emploi, vous aurez du travail à la sortie, ça c'est clair. Donc, toutes celles et ceux qui vont suivre ce cursus-là ne vous rencontreront heureusement jamais. Heureusement jamais. C'est une bonne chose. Je suis le genre de personne, moins on croise et mieux on se porte. Voilà. Je suis assez d'accord avec vous. Alors, allez, très rapidement, la dernière question avant de passer à la troisième partie de cette émission. Et ça tombe bien puisque je crois que vous représentez cette diversité. La question est posée par Kenza du collège Paul Langevin. Combien d'années d'études faut-il faire? Alors, je crois qu'on peut dire... soit comme Mathias, beaucoup, voilà, soit peut-être un peu moins de votre côté, je ne sais pas. Mais à minima, il faut faire combien d'années d'études pour s'en sortir? Alors, ou est-ce que c'est la passion surtout qui doit l'emporter? C'est très diversifié, après ça dépend des profils. Moi par exemple, j'ai Bac+3, j'ai fait un bac en génie électrotechnique, à l'époque où c'était encore STI-GET qui existait. Après, j'ai fait un BTS en électrotechnique et une licence professionnelle dont a parlé tout à l'heure en CND, donc à l'IUT Dutz. L'avantage, c'est que dans ce métier, alors moi je vois à l'IS les gens qu'on forme et qu'on embauche pour le coup, on a des profils qui sont très différents. Alors moi j'ai Bac+3, j'ai fait une licence qui m'a permis d'avoir un stage qui m'a fait rentrer dans l'entreprise. Vous embauchez vous-même les gens que vous formez? Alors, ce qui prouve quand même que oui, dans le contrôle, secteur porteur, quoi. Dans les contrôles, en tout cas, dans l'industrie, on cherche énormément de monde. C'est difficile de trouver des profils. Donc vous avez tellement de difficultés à recruter des gens que vous finissez par les former vous-même? Alors, de toute façon, on est centre de formation, donc on forme notre propre personnel, ce qui va de soi. Mais surtout, on forme les professionnels, mais aussi les gens qui vont se reconvertir, puisqu'on a aussi des gens qui viennent en reconversion professionnelle. On a des gens qui sortent de l'école, on a des profils très différents. Et au final, j'ai l'impression que c'est un métier où on peut encore apprendre sur le tas, et notre réussite ne va pas forcément être encore liée à notre niveau scolaire, en fait. Et ça nous permet d'évoluer au sein des entreprises et dans le métier. Moi, j'étais contrôleur, maintenant je suis formateur. J'ai un collègue qui a fait la même licence que moi, qui est rentré avec le même cursus que moi, on était dans le même lycée, on a fait le même BTS, on a fait la même licence, et au final, lui, aujourd'hui, il est responsable qualité, hygiène et sécurité. Donc au final, comme quoi, on peut encore évoluer sans que notre diplôme... Enfin, on peut avoir des profils très différents, quoi. Evan, vous comptez continuer vos études après cet apprentissage ou... Moi, ce sera surtout en fonction de l'opportunité. C'est surtout ça, en fonction de mes études, mon envie, d'un peu de tout en fait. Et c'est-à-dire que si aujourd'hui, là où vous faites votre apprentissage, on vous propose un emploi en CDI à la sortie, vous allez saisir cette opportunité? Oui, pourquoi pas. Aussi en fonction de mon niveau d'études. Si j'ai envie de poursuivre, si un bureau méthode ou un bureau d'études me plaît un peu plus, pourquoi pas opter pour une licence. Voilà, ce sera surtout en fonction de ce qui me plaira le plus. Mathias, dès le départ, vous saviez que vous aviez envie d'aller jusqu'à un niveau ingénieur, ou finalement c'est au fil de l'eau que vous vous êtes dit tiens, je vais continuer?
Alors c'est un peu l'optique dans laquelle je partais quand j'avais commencé donc mon cursus en général, donc en faisant une seconde générale et une première S, mais que je n'avais pas perdu de vue donc en partant sur une filière technique, donc en partant en bac pro. Donc en faisant mon bac pro et mon BTS, je savais déjà ce que je voulais pour la suite, donc je travaillais pour forcément. Après, en termes de débouchés et en termes de diplômes nécessaires pour travailler dans ce domaine, que ce soit lorsque j'ai réalisé mon bac dans une première entreprise, donc j'ai eu une proposition d'embauche à la fin de mon bac, j'ai rejoint l'entreprise donc EDF durant mon BTS pour poursuivre mes études. J'aurais très bien pu m'arrêter au BTS et avoir des possibilités d'embauche sur la centrale de Cattenom ou même ailleurs. Et donc c'est un choix que j'ai eu et donc que j'ai fait de décider de continuer parce que j'avais envie d'aller plus loin et que j'en avais les capacités. Donc en soi, en termes de niveau d'études, je pense qu'il n'y a pas de niveau d'études spécifique pour travailler dans ce domaine. Ça dépend juste du poste qu'on veut prendre. Alors nous allons attaquer maintenant la troisième partie de cette émission, partie ô combien intéressante parce que je crois que vous allez le voir, on a un éventail de possibilités énormes qui se posent à nous, éventail des possibilités qui font que peut-être parfois les choix sont complexes. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Mathias, vous aviez connu une expérience peut-être un peu compliquée. Je pense qu'on va essayer de démontrer à tout le monde que ce n'est pas si compliqué que cela. Je propose donc à la régie d'envoyer un motion design qui dure 5 minutes et qui vous explique les différentes filières possibles pour entrer dans les métiers de la chaudronnerie. Et on se retrouve au terme de ce petit reportage avec nos nouveaux invités. On lance le reportage, merci. Du CAP au diplôme d'ingénieur, de nombreuses formations existent pour les élèves attirés par les métiers de la chaudronnerie. Ce motion design présente les formations dispensées dans les établissements membres du campus des métiers et des qualifications énergie et maintenance Grand Est, à savoir le lycée polyvalent La Briquerie à Thionville, le lycée des métiers Gustave Eiffel de Talange, l'institut de soudure à Yutz, l'université de Lorraine et sa composante l'IUT de Thionville-Yutz, le pôle formation UIMM Lorraine, site Porte de France, Thionville. Certaines formations sont dispensées par apprentissage. À l'issue des formations professionnalisantes, vous pourrez entrer dans la vie active. Si vous souhaitez entrer dans le monde du travail rapidement, choisissez le bac professionnel technicien en chaudronnerie industrielle. Cette formation dure 3 ans. Ce bac pro est accessible après une seconde professionnelle, famille de métiers, réalisation de produits mécaniques. Pour information, cette classe de seconde permet également l'entrée dans le bac pro technicien en réalisation de produits mécaniques. Certains d'entre vous préféreront démarrer par le CAP en 2 ans, réalisation industrielle ou soudage, ou le CAP serrurier métallier. Ces diplômes vous permettront de rejoindre le bac pro technicien en chaudronnerie industrielle en classe de première. Après ce bac pro TCI, vous pouvez travailler, aller en BTS ou vous spécialiser avec une mention complémentaire en 1 an par apprentissage. Agent en contrôle non destructif, technicien en chaudronnerie aéronautique et spatiale, technicien en soudage. Après le bac pro ou la mention complémentaire, on entre dans la vie active où il est possible d'envisager une poursuite d'études en BTS. Filière classique, le bac général a pour vocation de s'orienter vers des études longues, minimum bac+3. 3 spécialités s'offrent à vous, sciences de l'ingénieur, mathématiques ou physique-chimie. La spécialité sciences de l'ingénieur permet de s'imprégner de culture technique. Ce sera un avantage lorsque vous entrerez en compétition pour des écoles d'ingénieurs avec d'autres qui ont suivi un enseignement uniquement général. Si vous envisagez de faire des études supérieures courtes, un BTS en 2 ans ou un BUT en 3 ans, orientez-vous vers le bac technologique STI 2D, Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. L'enseignement dispensé pendant le cursus est pluridisciplinaire. En plus de la filière chaudronnerie, il vous permettra un vaste choix de poursuite d'études. Si vous hésitez entre le bac général ou le bac technologique, pas de problème, la classe de seconde est commune. Vous pourrez vous déterminer à la fin de celle-ci.
Les BTS, brevets de technicien supérieur, forment des spécialistes dans un domaine précis en 2 ans. 2 BTS existent, conception et réalisation en chaudronnerie industrielle et environnement nucléaire. Ce dernier BTS vous permettra d'exercer votre art dans cet environnement particulier. Écoutez attentivement ce que nous allons dire à propos du BUT, Bachelor universitaire de technologie. La mise en place des BUT se fera dès la rentrée 2021. Les BUT sont des formations universitaires permettant d'atteindre le grade de licence en 3 ans. Les étudiants se verront proposer une sortie à un niveau intermédiaire avec la délivrance d'un DUT, diplôme universitaire de technologie, au bout de 2 ans. Le DUT permet de s'insérer dans la vie active ou de poursuivre ses études dans d'autres formations. Les BUT dispensent des formations plus généralistes dans l'ingénierie que les BTS, ce qui permet d'envisager une poursuite d'études longues plus facilement. Dans le campus, 2 départements peuvent intéresser ceux qui sont attirés par le secteur industriel de la chaudronnerie, le BUT Génie industriel et maintenance, le BUT Hygiène, sécurité et environnement. Après un Bac+2, BTS ou DUT, vous pouvez vous spécialiser davantage dans un domaine en poursuivant vos études avec une licence professionnelle, maintenance des systèmes industriels de production et d'énergie, une licence pro procédé en contrôle non destructif, une formation délivrant un triple diplôme dans le domaine de la soudure sous le statut étudiant, des formations d'ingénieur par apprentissage. Après une formation au grade licence, Bac+3, une poursuite d'études est possible en master professionnel. Une année de spécialisation post-école d'ingénieur est même envisageable. De très nombreux parcours de formation sont possibles sur notre territoire. D'autres encore le sont en sortant du campus des métiers et des qualifications, notamment pour les classes préparatoires et écoles d'ingénieurs. Cette présentation n'est pas un document ONICEP. Aussi, pensez à consulter leur site et à rencontrer un psychologue de l'Éducation nationale. Renseignez-vous par ailleurs, car de nombreuses passerelles sont possibles. Comme vous venez de le voir, finalement, les possibilités sont très nombreuses et nous allons voir maintenant, avec les invités qui m'ont rejoint sur le plateau, comment nous y retrouver dans finalement quelque chose qui n'est pas si compliqué que cela. J'en profite pour vous rappeler que l'ensemble de ces éléments sont à retrouver sur le site desenergiesdesmetiers.com. Je crois qu'il est important aussi de prendre le temps d'analyser un certain nombre de documents tranquillement chez soi et peut-être avec ses parents. Brigitte Dutreuil, vous êtes inspectrice de l'éducation nationale chargée de l'information et de l'orientation. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui pour un jeune de s'orienter, et en particulier vers ces métiers de l'industrie? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves, dès l'entrée du collège et ce jusqu'à la classe de terminale, sont normalement accompagnés dans ce qu'on appelle le parcours à venir, c'est-à-dire un des parcours éducatifs où on leur permet un petit peu, comme aujourd'hui ce que vous faites, et je salue la qualité de ce travail, permet à nos élèves de comprendre un peu le monde dans lequel ils vivent, dans lequel plus tard ils vont s'insérer, dans lequel ils vont devenir aussi des salariés, des employeurs, etc. Et donc dans ce parcours à venir, avec l'aide de leurs professeurs, avec l'aide des psychologues de l'éducation nationale, avec l'aide des professionnels à l'extérieur, on va pouvoir leur apporter des connaissances, on va pouvoir leur apporter des témoignages, parce que je crois que ça, c'est assez formidable et j'ai adoré ce qui a été dit tout à l'heure. Les opportunités, il faut surtout toujours les saisir. Une rencontre, une identification qui va se faire avec un ado parce que ça nous plaît, ce qu'il ou elle est en train de raconter, ce qu'il est en train de faire. On va pouvoir s'y projeter, etc. Un stage en entreprise, une visite, etc. C'est tout ça qui va aider les élèves justement à construire leur projet et pas à pas de savoir un petit peu vers quoi ils ont envie d'aller. De votre point de vue, parce que la question a été posée autour de ce plateau, y a-t-il quand même un déficit de communication ou à tout le moins une méconnaissance des métiers de l'industrie? Qu'est-ce qui fait que ces métiers aujourd'hui sont un peu en retrait? On entendait tout à l'heure la personne de Pôle emploi nous dire qu'il y a 65 postes à pourvoir sur le bassin de Thionville, il n'y en a que la moitié qui ont été pourvus. D'où part ce déficit, selon votre point de vue, ce déficit d'image?
C'est tout simplement une question de représentation sociale. C'est-à-dire, Madame de Pôle emploi l'a bien dit, la génération des parents qui ont pu connaître un déficit à un moment donné du monde industriel a pas facilité l'image qu'on se forge de ce secteur-là. On oublie qu'il peut y avoir des côtés forts intéressants, de la technologie moderne, attirante, avec des compétences qui sont loin d'être à un niveau sapé, hein, tout le monde en a témoigné. Et ces représentations, ces stéréotypes, c'est pas fait pour moi, c'est sale, c'est bruyant, des mauvaises conditions de travail, mais tout ça, c'est souvent dit mal à propos parce qu'on ne connaît pas, c'est pas fait pour les filles. Enfin voilà, tous ces stéréotypes qui viennent nuire à l'image qui est celle de la vraie entreprise. C'est tout ça qui malheureusement n'attire pas. Et puis le stéréotype que c'est tellement mieux dans le tertiaire parce que voilà, on va s'imaginer un idéal, alors que tous les jeunes qui ont témoigné tout à l'heure ont bien montré que quel que soit le secteur, on peut aussi devenir chargé d'affaires, on peut aussi être en bureau d'études, mais avec au départ un potentiel, une compétence à dimension technologique industrielle. Et puis, Madame Gratteau-Trimbeur de Pôle emploi nous le disait aussi tout à l'heure, c'est peut-être aussi l'opposition entre des métiers pas forcément très intéressants, un peu mieux rémunérés au Luxembourg, où on l'a vu ici avec nos invités, des métiers passion qui donnent le sourire à celles et ceux qui l'exercent. Oui, mais je crois que ça dépasse notre région Grand Est, parce que malheureusement, les métiers de l'industrie n'ont c'est la question que j'allais vous poser. C'est la même chose ailleurs. Ah oui, je pense que aujourd'hui, le phénomène Luxembourg ne fait qu'amplifier cet aspect-là. Oui, enfin, me semble-t-il. Je ne suis pas une spécialiste de la question, mais la moindre attirance du monde de l'industrie se connaît, me semble-t-il, partout. Brigitte, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Laurence Spaniello, qui est directrice du Centre d'information et d'orientation de Hayange. Laurence, bonjour. Bonjour. Vous rencontrez donc, si j'ai bien compris, les élèves pour les aider à s'orienter? Alors, moi je suis directrice, j'anime une équipe de 12 psychologues qui interviennent dans les établissements du secteur de Hayange et de Romba. Donc collège et lycée. Et puis on a aussi de temps en temps des étudiants, un petit peu moins sur Hayange parce qu'on est un petit peu plus loin de l'université, mais on a quand même des étudiants qui habitent sur le secteur et qui viennent nous rencontrer. Donc moi je ne suis pas vraiment en contact direct avec les élèves, ce sont mes collègues qui, elles, sont en contact direct avec les élèves dans les établissements scolaires. Je vais vous demander de prendre la place de vos collègues. Aujourd'hui, je l'ai été à une époque. On a l'impression qu'on a une difficulté à faire un lien entre des formations qui sont peut-être méconnues et des gens qui ont quand même une passion à découvrir. C'est compliqué à faire? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, les psychologues de l'éducation nationale ne sont pas les seuls à faire ces liens. Il y a les enseignants, il y a des professionnels. Ce que Madame Dutreuil disait tout à l'heure, on travaille avec des entreprises, des professionnels. L'idée, c'est de faire découvrir des métiers, mais il y a des freins. Et un des freins que l'on rencontre assez régulièrement lorsque nous recevons les élèves et les familles dans les entretiens, ce sont les parents. Parce que les parents ont de l'ambition pour leurs enfants, mais l'ambition, c'est assez stéréotypé. Ah oui, alors c'est ces fameux stéréotypes, oui. dont d'ailleurs nous parlait aussi une personne qui à un moment donné était en première S, oui. comme on disait à l'époque, et qui à un moment donné a dû annoncer à ses parents au drame qu'il allait aller vers une filière professionnelle. Voilà. Donc vous avez encore des parents qui... Alors maintenant, le bac scientifique a disparu avec la nouvelle voie de formation. On va vers un bac d'enseignement général. J'espère que ça va changer un petit peu les choses. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de familles qui souhaitaient que leur enfant fasse un baccalauréat scientifique parce qu'en dehors du bac S, point de salut, c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement. Alors, pour bien comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, majoritairement, les élèves continuent d'être sous l'influence bonne ou mauvaise de leurs parents, ou est-ce qu'ils s'émancipent de plus en plus et finissent par prendre leur destin en main? On s'adresse à des élèves de 15 ans en collège.
c'est pas évident. Ils sont encore un petit peu sous l'influence de leurs parents. Il y a des freins qui sont liés à la mobilité géographique. Les parents se posent des tas de questions sur oui, mais cette formation-là, elle a lieu dans cette école, comment il va faire pour y aller? L'apprentissage, à 15-16 ans, il y a toujours aussi cette difficulté par rapport à la mobilité. Il y a aussi le fait de changer de statut quand on est sous statut scolaire. Qu'on décide de devenir apprenti à 15-16 ans, pour des parents, c'est pas toujours évident parce qu'ils se disent que leur enfant, il grandit, il leur échappe un peu. Enfin voilà, il peut y avoir plein de mécanismes, on va dire, inconscients qui sont des freins à tout cela, quoi. Julien, vous êtes, si mes informations sont bonnes, formateur à l'Institut de soudure. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est compliqué pour les gens que vous recevez de leur expliquer le cheminement des études ou des formations possibles afin de développer leurs compétences et de tracer un avenir professionnel? Ou est-ce que lorsqu'ils arrivent chez vous, ils ont déjà des idées bien précises? Je vais rejoindre mon collègue. En fait, c'est que nous, chez nous à l'Institut de Lutz, on a des gens différents qui viennent en formation. Donc, on va avoir des jeunes qui sortent d'école, qui sont là pour passer des qualifications ou des choses comme ça. Donc là, ils ne savent pas trop le cursus qu'ils doivent prendre. Donc, on leur explique. Et après, il y a des gens qui sortent du milieu professionnel, qui viennent juste passer des qualifications. Et là, juste pour leur entreprise. Donc là, qui savent très bien leur parcours qu'ils ont par la suite, quoi. Est-ce qu'il vous arrive aussi de rencontrer des gens qui ont entre 20 et 30 ans et qui décident de se réorienter totalement? Oui, exactement. On a beaucoup de réinsertion professionnelle, en fait, des personnes qui changent totalement de métier et qui veulent aller vers ce type de métier. C'est des gens qui arrivent d'où, d'habitude? Ils viennent déjà d'autres domaines techniques ou c'est des gens qui sont un peu perdus? C'est un peu perdu et ont envie de faire autre chose, en fait, et ils viennent dans ce type de métier. Et on va dire que on entend quand même qu'il y a beaucoup de travail au jour d'aujourd'hui. Des soudeurs, on en a de moins en moins. Des chaudronniers, on en a de moins en moins. Il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, donc des choses comme ça. Et en fait, les gens reviennent plus sur ce métier-là parce qu'on sait qu'il y a du débouché derrière, quoi. Julien, merci beaucoup. Je reviendrai vers vous, notamment dans la 4e partie de l'émission. Et Eogan Perfetto, vous êtes formateur de chaudronnerie à l'IUMM. Vous êtes très jeune. Oui, tout à fait. Oh, ça fonctionne, ne vous inquiétez pas, les gens qui vous écoutent nous entendent. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours très rapidement? Oui, bien sûr. Alors, sortie de 3e, je me suis dirigé aussi vers l'apprentissage pour tout ce que ça pouvait apporter, le côté être dans une entreprise, passer un petit peu à la vie active, avoir une rémunération, voilà tous les avantages qu'on peut avoir là-dedans. Alors pardon, je vous interromps, Eogan, vous dites en sortie de 3e, voilà déjà ce vers quoi je me prédestine. C'est facile quand on sort de 3e de se déterminer, de dire voilà ce que je vais faire, ou on y va. Tout à l'heure, il y a un invité qui me disait, Evan, si ma mémoire est bonne, qu'il y allait un peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire qu'il a fait un stage de découverte entreprise en sortir de 3e. Il a eu somme toute visiblement de la chance de tomber dans un endroit qui lui a permis de déterminer quel allait être son avenir. Vous, qu'est-ce qui vous a permis de vous déterminer si jeune? Alors, moi aussi, c'est pareil, j'ai été, on va dire, bercé dans le métier, puisque dans toute ma famille, il y a des soudeurs, des chaudronniers, donc j'étais là-dedans. C'était dur, on va dire, il y a quelques années, donc il y a 6 ou 7 ans, quand moi j'ai dû faire ce choix. Maintenant, il y a des tas de choses qui ont été mises en place avec des journées immersion, où justement, on a des jeunes de 3e qui viennent et qui découvrent, avec plusieurs TP, les différentes filières qu'on propose, et ça leur permet directement de s'orienter et de faire le choix qui avant était un petit peu plus compliqué, parce qu'il n'y avait pas tout ça qui était mis en place. Merci beaucoup pour ce témoignage, Eogan. Brigitte, qu'est-ce qui a notablement évolué dans la manière dont on peut aujourd'hui faire son orientation et quelles sont les évolutions majeures qui permettent de rentrer plus facilement dans une orientation et d'avoir plus de lisibilité dans quelque chose qui peut rester quand même assez complexe quand on le regarde avec un peu de distance? Alors, il y a d'abord en amont les actions d'information dont je parlais, la possibilité de faire des immersions dans une entreprise, de faire des immersions dans un lycée général technologique professionnel, de faire des immersions dans un centre de formation pour apprentis, c'est-à-dire d'aller au contact justement de ce monde professionnel dans lequel on va tout d'un coup ouvrir les yeux et comme le jeune homme tout à l'heure disait,
voilà, j'ai trouvé mon bonheur, c'était une révélation, etc. Donc, je pense que l'éducation nationale a beaucoup œuvré et continue en ouvrant le partenariat avec les fédérations professionnelles, le BTP, l'UIMM, tous les différents secteurs professionnels, avec les entreprises au local, etc. La deuxième chose, me semble-t-il, pour le vivre moi plus au niveau de l'affectation des élèves à la direction des services départementaux d'éducation nationale, c'est les passerelles. Moi, je ne suis pas étonnée, et d'ailleurs, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, si ce qu'on est en train de faire existe, c'est parce que, malheureusement, en raison du Covid, le salon de la découverte professionnelle n'a pas pu se tenir, comme toutes les journées portes ouvertes dans les lycées ne peuvent malheureusement pas recevoir le public comme d'habitude. Et pour les lycéens, le 15, 16 et 17 sont les journées dédiées au printemps d'orientation, justement pour les élèves de seconde et de première. Et que des passerelles, on en facilite de plus en plus. Moi, pratiquement toute l'année, avec mes collègues gestionnaires, on a des élèves en mal-être, en seconde GT, en première, et qui veulent repartir vers une autre formation, ce qu'on appelle le droit à l'erreur. On est rentré en septembre dans un cursus, on s'aperçoit que non, ça ne me plaît pas, etc. Alors, bien sûr, on met à mal tout de suite le côté un peu spontané de nos adolescents, qui sont très zappeurs, si je puis me permettre, et qui très vite pourraient, au bout d'une demi-journée, considérer que ça ne leur convient pas. On sait faire un peu la part des choses. Mais en tout cas, on essaie de donner beaucoup plus qu'avant cette possibilité des tremplins, des passerelles, et des élèves de première qui veulent se réorienter, des élèves de seconde GT qui veulent aller en première professionnelle, etc. On en a de plus en plus. Et ça aide beaucoup justement cette possibilité d'aller découvrir autre chose. J'ai une dernière question parce que malheureusement, il faut que j'accélère un peu le rythme parce qu'on va devoir passer assez rapidement à la deuxième émission. Si aujourd'hui vous deviez me donner une recette simple, alors qui s'adresse aux élèves et à leurs parents, je suis complètement perdu en termes d'orientation. Je fais quoi? Je vais voir qui? Je vais voir ma collègue déjà. Je prends on retourne à voir juste après, effectivement, vous avez raison. Je fais plusieurs choses. Je prends effectivement rendez-vous dans un CIO si je veux creuser un petit peu les choses, si je suis vraiment perdue. Parce que être perdu, ça peut vouloir dire ne pas se poser les bonnes questions, ne pas se rendre compte qu'on a des points forts, des points faibles, ne pas avoir dégagé des intérêts qui pourraient vraiment convenir à la personne, ne pas avoir mis de côté toutes ces mauvaises informations, etc. Et puis, j'ouvre mes yeux et mes oreilles. Je vais sur Internet, sur le site de l'ONICEP, je vais glaner des témoignages de professionnels, je vais demander à faire une journée de découverte auprès d'un professionnel, etc. Voilà. Et ça, mis bout à bout, forcément, comme dans la cuisine, avec tous ces bons ingrédients, il va en sortir quelque chose de bon. Donc il faut être curieux, si je résume. Ah oui. Ah oui, il ne faut surtout pas attendre que ça nous tombe du ciel. C'est pas Madame Spagnino qui va nous mâcher le travail et qui va nous dire « toi tu vas à tel endroit ». Eh bien, elle va dire... Je suis désolée, je n'ai pas de boule de cristal, ni de baguette magique. Donc effectivement, ce n'est pas moi qui vais faire ce travail-là. Mais les jeunes que nous recevons avec leur famille, ce que nous pouvons leur proposer, si vraiment ils n'ont aucune idée, nous sommes psychologues de l'éducation nationale, nous avons des outils qui sont des tests psychotechniques qui nous permettent de dégager des intérêts, de travailler sur la motivation. Dans un premier temps, on peut leur proposer quelque chose, avec eux de faire ce travail-là, mais ensuite, le plus gros du travail, ce sera à eux de le faire, puisqu'ils vont partir avec, en quelque sorte, des devoirs, puisqu'ils auront des recherches documentaires à faire, etc. quoi. Et en tout cas, on est là pour les accueillir, on ne les laisse pas tout seuls, donc qu'ils n'hésitent pas à venir nous rencontrer. Et vous le verrez, avant que je pose ma dernière question à Eogan pour cette troisième partie, encore une fois sur le site des campus desenergiesdesmétiers.com, il y a une multitude d'informations et comme le disait Madame Dutreuil à mes côtés, je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas hésiter à passer un peu de temps, à être curieux, à faire des recherches. Alors,
sur ce site et sur bien d'autres. Sur ce site notamment, vous trouverez un certain nombre de vidéos sur des métiers, sur des gens qui sont en apprentissage, en fait sur des parcours de vie qui sont tous très différents. Et je crois que si vous prenez le temps d'aller faire un petit tour sur ce site et sur bien d'autres, ça vous permettra de vous faire une opinion. Ma dernière question à Eogan, est-ce que vous imaginiez, au moment où vous faisiez vos études, devenir finalement formateur et passer votre savoir à d'autres? Alors oui, moi, ça a toujours été un choix et une hypothèse que j'ai soumise depuis mon bac. Donc, à savoir que maintenant, donc, je suis au pôle formation et j'ai fait toutes mes études, donc du bac au BTS et mes formations ensuite entièrement au pôle formation. Donc, j'ai été formé par eux et maintenant, j'ai la possibilité de former toujours à travers cet organisme. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette envie de donner aux autres et de transmettre aux autres? On peut avoir un public avec des apprentis qui arrivent, qui sont un petit peu perdus, qui recherchent justement de pouvoir apprendre un métier, d'avoir la joie de fabriquer quelque chose. Et cette transmission, leur donner l'amour du métier et puis en quelque sorte les aider à démarrer dans la vie active. Eogan, merci beaucoup. Merci également à vous, Brigitte. Je vais vous demander, si vous voulez bien, de quitter le plateau. Je demande à Laurence et à Julien de rester avec moi. On va attaquer la quatrième partie. Et je vais demander du coup à Pierrick Bénat de me rejoindre, ainsi que Stéphane Pereira. Nous allons parler un tout petit peu des voies possibles, apprentissage ou non. Je me retourne à nouveau vers vous, Laurence. Pourquoi choisir l'apprentissage? Pourquoi, au contraire, choisir une filière plus traditionnelle? Alors, ou dit autrement, quels sont les avantages et inconvénients de choisir l'une ou l'autre des solutions, sachant que je crois que c'est plutôt un parcours qu'il faut adapter en fonction de l'envie de Alors, j'ai chacun. envie de dire aux élèves qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, que c'est déjà une question d'envie et ensuite se renseigner sur ce qui se passe quand on est apprenti et ce qui se passe quand on reste lycéen dans un cursus scolaire classique. Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Quand on devient apprenti, on devient salarié d'une entreprise. On n'a plus le statut scolaire, donc il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a une rémunération. Alors voilà, pardon, là je vous interromps parce que je crois que c'est très important de le dire, et vous faites bien. À partir du moment où on devient apprenti, on n'a plus de statut scolaire, vous le confirmez? Voilà, on change de statut. On change de effectivement. statut, on devient salarié. Un salarié à part entière d'une entreprise. Sous un, voilà. Maintenant, ça n'empêche que la formation, le diplôme reste le même à la fin. Donc on le prépare de façon différente, mais le diplôme est équivalent. Stéphane, vous avez choisi l'apprentissage parce qu'il y avait un salaire et des rémunérations à la clé, ou c'est bien d'autres motivations qui vous ont poussé à choisir l'apprentissage? Alors moi, l'apprentissage, j'ai débouché dans ce choix dû à mon parcours. J'ai commencé par un CAP sans même savoir ce qu'était le métier de base. J'ai commencé en serrurier métallier au CAP à la Malgrange. Il fallait trouver un patron pour des mois de stage. J'ai été dans une entreprise, donc Armétal, Industrie des Trois Frontières. Il s'avère que le CAP était fini. J'avais pas encore 18 ans, je ne pouvais pas être embauché. Et c'est mon patron qui m'a proposé un apprentissage. Donc peu importe l'apprentissage, mais dû au métier. Et du coup, j'ai été orienté vers le pôle formation pour continuer sur un apprentissage et déboucher sur un On dit parcours. souvent que c'est difficile de trouver un patron pour faire un apprentissage. Là, vous, si vous arrivez à l'inverse, c'est votre patron qui vous a dit il faut faire un apprentissage et je te prends chez moi? C'est mon patron qui m'a dirigé vers un apprentissage, qui voulait continuer avec moi, que je continue à travailler pour lui, que je continue à connaître ce métier avec lui. Donc il m'a proposé lui-même de faire un apprentissage. Est-ce que vous avez eu des craintes? Est-ce que vous avez eu peur de vous lancer dans cet apprentissage? Et si oui, pourquoi? Non, aucune crainte de faire cet apprentissage. Justement, je ne le regrette pas du tout. Et je le conseille d'ailleurs, c'est une expérience. Ça nous apprend à rentrer dans la vie active, de commencer à grandir, entre guillemets, de sortir du nid et de se lancer, quoi. C'était pas une peur. C'est une transition en douceur? Transition en douceur, dès le plus jeune âge. Quand on y repense, on se dit mais j'ai pas réfléchi en fait. Mais justement, c'est que ça a été une bonne chose. C'est que ça s'est fait en douceur, c'est que c'était
quelque chose de bien. Pierrick, pas d'apprentissage pour vous? Du coup, non, moi je suis parti du coup sur un apprentissage, enfin sur une scolarité, donc du coup avec un bac pro. Je voulais de base partir en apprentissage, mais en fait, vu que moi je suis pas du coin, tous les apprentissages que je voulais faire, en fait, il n'y avait pas d'internat. Et vu que j'avais pas encore 18 ans, j'avais pas le permis, j'avais aucun moyen de pouvoir me déplacer. Alors du coup, j'ai préféré prendre un cursus scolaire, je dirais normal. Et en fait, je me suis rendu compte que le cursus scolaire normal, il est bien au niveau de la théorie, mais qu'au niveau de la pratique, c'est vrai que l'alternance, ça m'aurait peut-être aidé à mieux comprendre, je dirais, la partie pratique de mon métier. Vous venez de souligner quelque chose d'important, le fait d'avoir son permis de conduire est quand même, je crois, quelque chose de nécessaire de nos jours, sauf à habiter en région parisienne par exemple et à pouvoir exercer son activité professionnelle. Mais vous faites bien de le souligner. Ça veut dire, quand vous dites que vous n'êtes pas de la région, ça veut dire que déjà pour vos études, vous vous êtes déplacé? C'est ça, ouais. De base, moi je viens de Sarrebourg. D'accord. Donc c'est à peu près à 1h30 d'ici. Center Park, hein, pour ceux qui ne savent pas aussi ça. que Sarrebourg. Et donc du coup, j'avais essayé de trouver du coup le bac pro, donc TCI, donc technicien en chaudronnerie industrielle. Et toutes les écoles qui étaient près de chez moi donc le faisaient en alternance, mais n'avaient pas d'internat. Alors du coup, le seul lycée qui avait un internat et qui pouvait du coup m'accueillir, donc était le lycée de la Briquerie. Alors du coup, ça fait maintenant 4 ans que je suis ici et que je fais mon cursus en chaudronnerie. Julien, vous êtes formateur à l'Institut de soudure. Quels sont d'après vous les avantages de l'alternance? Les avantages de l'alternance, en fait, c'est comme je rejoins en fait sur le parcours que monsieur a fait, en fait. C'est quelque chose qui reste manuel, ce métier, en fait. Et quand on apprend sur quelque chose d'alternance, on n'a pas que du cours, on a vraiment, on travaille la matière, on voit ce qu'on fait. Pour moi, personnellement, on apprend mieux quelque chose en alternance avec une entreprise, ce métier-là, qu'un autre métier peut-être dans un bureau ou autre, quoi. Quand j'ai préparé cette émission, on m'a repris parce que j'avais marqué professeur en soudure. On m'a dit, oh là là, surtout pas, c'est formateur. C'est quoi la différence entre un prof et un formateur? C'est surtout en fait qu'on ne va pas approcher les choses différemment. Moi personnellement, je suis soudeur de métier déjà, donc les gens que j'ai en formation, en fait, j'ai fait le métier avant. Donc l'approche va pas être pareille, les mots vont pas être pareils, même qu'ils viennent de rien, enfin qu'ils n'ont pas de base ou qu'ils ont des bases. En fait, l'approche n'est pas pareille. On n'est pas à l'école, quoi. On n'est pas strict, carré. Voilà, on est discipliné, il faut quand même écouter, on est là pour apprendre, mais on n'a pas un cursus comme à l'école. Donc des fois, ça convient beaucoup mieux aux personnes qui ne sont pas là pour faire des longs parcours à l'école que d'autres, quoi. Personnellement, même pour moi, je suis sorti de BEP, j'ai fait un BEP structure métallique. Et suite à ça, je fais un CQPM assembleur au plan à l'Institut de soudure. J'ai été embauché dans le métier, j'ai fait 10 ans de chantier, entre guillemets, j'ai bourlingué un peu à droite à gauche, mais le métier m'intéressait, mais j'ai voulu sortir du BEP en faisant justement un CQPM qui m'a apporté, en fait, j'avais plus d'anglais, j'avais plus de maths, j'avais plus de... Voilà, et c'était vraiment lié que à mon métier. Donc, rassurez-moi, vous utilisez toujours un peu les maths quand même dans votre métier. La trigonométrie, l'anglais peut-être un peu moins, mais... D'accord. Mais un peu moins. Ok. Laurence, c'est à vous que revient le mot de la fin, parce que malheureusement le temps tourne et passe très très vite. Alors finalement, un parcours plus traditionnel ou l'alternance? La vérité entre les deux, je crois? J'ai envie de dire que ça dépend du profil de l'élève, de ses envies, et il faut savoir s'écouter. Donc quelqu'un qui a envie d'aller vers l'alternance, qu'il y aille, et quelqu'un qui a envie de rester en lycée professionnel fait d'autres choix, ou en lycée général et technologique. Voilà, il faut s'écouter. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup à tous les quatre. Nous sommes arrivés maintenant au terme de cette émission.
Je sais que celle-ci a été très dense, c'est pour ça que je vous le répète une nouvelle fois, vous pouvez aller sur le site desenergiesdesmétiers.com, dont je crois que une petite fiche est à l'écran en ce moment. N'hésitez surtout pas à solliciter l'ensemble des contacts qui sont sur ce site. C'est des gens qui sont là pour vous. Madame Dutreuil nous l'a dit tout à l'heure. Je crois qu'il faut ne pas hésiter à agiter sa curiosité et la mettre au profit de ses recherches. Avant de nous quitter, il me reste à remercier l'ensemble des partenaires du campus des métiers et des qualifications des énergies et maintenance Grand Est pour nous avoir confié la réalisation de cette émission. Je remercie également l'ensemble des intervenantes et intervenants qui ont répondu avec brio à l'ensemble des questions que vous avez pu poser. Un grand merci aussi aux étudiants et aux professeurs de l'IUT pour leur précieux concours à ce projet. Pour finir, bravo et merci à François Eckel qui a piloté de main de maître l'ensemble de ces émissions. Et merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation. À bientôt. Au revoir.